Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Aymeric Blond est avec nous, gérant chez Taylor Asset Management. Bonsoir Aymeric. Bonsoir. Julien Nebenzal nous accompagne, le président d'Itoro Patrimoine. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Et Valentine Hénouz est à nos côtés, responsable de la stratégie Fixed Income chez Amundi Investments Institute. Bonsoir Valentine, merci d'être avec nous. Comme le disait Pauline, c'est le Japon qui est à la une. Valentine, alors victoire historique du Parti libéral démocrate. Je crois que même les résultats vont au-delà de ce que les politiciens japonais pouvaient avoir en tête en matière de victoire, qui offre donc une grande visibilité, beaucoup de stabilité politique, un capital politique énorme pour Sanae Takaichi, qui va donc pouvoir dérouler son plan de relance. La question étant de savoir si le marché peut encaisser des efforts de relance budgétaire au Japon aujourd'hui. C'est le mot, hein, du budgétaire et encore du budgétaire. Du budgétaire qu'on a au Japon, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Allemagne. Donc on est vraiment... Ils ne sont pas seuls sur la ligne dans les starting blocks. On est vraiment aujourd'hui sur des besoins de financement des États qui sont extrêmement importants et qui on est passé aujourd'hui globalement à des besoins de financement qui étaient avant conjoncturels à structurels. Hein. On voit que maintenant, globalement, les États, la solution, c'est on dépense plus. Il y a la population qui vieillit. Alors, c'est pas nouveau au Japon, hein, c'est une histoire de longue date, mais globalement, dans les économies développées, on a du vieillissement de la population. On doit augmenter les besoins de financement sur la défense. Aux États-Unis, faut soutenir l'économie parce qu'ils sont en guerre dans le domaine de la tech avec la Chine. Donc, globalement, on a encore du budgétaire au Japon. Et là, s'ajoute quand même une inflation qui reste élevée et des taux réels qui sont négatifs, toujours. Négatifs. Bien sûr. Donc ça marque quand même une différence avec les autres zones économiques et puis toujours une faiblesse dans la devise. Et une inflation qui reste trop élevée. Et ce qu'il faut quand même retenir au Japon, c'est qu'il y a 40% de l'alimentation qui est importée. Donc cette faiblesse de la devise a vraiment un impact direct sur le prix payé par le consommateur. Et cette faiblesse de la devise, elle est durable dans l'état actuel des choses. Beaucoup d'interventions verbales pour l'instant pour essayer de limiter la dépréciation du yen. Est-ce qu'il y a un moment, et si oui, pour quelle raison, est-ce qu'il y a un moment où le yen pourrait être amené à se réapprécier? Se stabiliser déjà. Déjà, la politique budgétaire expansionniste n'aide pas. Ouais. Pour moi, il y a deux axes, politique budgétaire et puis remonter les taux. Quoi. Ouais. Mais ça, la Banque centrale du Japon... Donc, budgétaire moins laxiste ou peut-être plus ciblée. On verra comment Sanae Takaichi alloue effectivement ses efforts de relance. On ne part pas du tout dans cette direction-là. Non. On ne part pas. Après, la question qu'on se pose, parce que nous, on est investisseurs européens, et pour l'instant, le sujet, c'était quand même que les investisseurs japonais étaient des grands acheteurs de crédit euro, de crédit US, ils étaient des grands acheteurs sur la dette française, sur la dette américaine, et jusqu'à présent, on n'observe pas un désintérêt fort des investisseurs japonais pour les actifs non japonais. 2,30 ou 2,50 sur leurs 10 ans domestiques, ça les intéresse pas encore aujourd'hui. Ça va venir, c'est quelque chose qui va être structurel. Mais on voit pas. Ça prend du temps? Ça prend du temps parce je pense que dans leurs allocations, sont des choses quand même assez structurelles, des allocations d'actifs qui sont faites 2 fois par an. Enfin, c'est quelque chose quand même, une approche. C'est la prise de décision qui prend du temps. La prise de décision prend du temps, mais pour moi, on va s'engager quand même dans cette dynamique où il va y avoir un désintérêt, quelque chose qui va être progressif, c'est pas violent, mais un désintérêt progressif, mais certain, des investisseurs japonais pour les actifs étrangers. Forcément, quand on voit ces différentiels de taux, la question va se poser pour les investisseurs japonais. Donc ça veut dire globalement, on va continuer d'avoir des pressions sur les parties longues des courbes. Toute cette histoire de primes de terme qu'on a observée l'année dernière, et que ça veut dire, en gros, les banques centrales ont baissé leurs taux, et malgré les baisses de taux des banques centrales, on a les taux longs qui ont continué de grimper, c'est quand même quelque chose de pas commun. Et pour moi, on n'est qu'au début de cette histoire. Ouais, avec des trésors, alors on en parle beaucoup aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe, par exemple, qui raccourcissent beaucoup les horizons des dettes qui sont émises. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une désertification des parties longues de courbe, avec alors moins d'acheteurs naturels, moins d'acheteurs agressifs, mais du coup, une logique d'émission en face qui est obligée de s'adapter à cette absence de demande. Surtout, on voit ça aux États-Unis.
On voit le Trésor américain qui émet énormément de T-bills et la Fed aussi qui achète plus de T-bills. Donc il n'y a pas de sujet, par exemple, si à très court terme, cette histoire de pression sur les parties longues, ce risque est amoindri à très court terme parce que les États gardent une capacité à émettre sur la partie courte, parce que pendant cette période de taux bas, taux négatifs, les États ont quand même extrêmement bien géré leur dette, ont augmenté la maturité moyenne de leur dette. Donc là, aujourd'hui, il y a une petite marge de manœuvre, mais c'est une solution à très court terme. Ça dure un temps. Ça va durer un temps. À un moment, on ne pourra pas continuer d'augmenter le poids de sa dette sur du très court. Bon. Donc, pour moi, ce risque-là, il y a quand même des changements structurels qui sont les besoins de financement des États maintenant, qui sont plus conjoncturels, mais qui sont structurels. Une vigilance beaucoup plus forte des investisseurs sur comment les États, les besoins de financement des États, un désintérêt structurel qui se dessine, des acheteurs pour les parties longues, des Japonais qui vont quand même être plus intéressés par leurs actifs domestiques. On voit aussi les fonds de pension, les changements dans les fonds de pension, où ils vont sûrement plus se reporter sur les actions que sur l'obligataire, avec des besoins de rendement plus élevés. Bon, tout ça pour dire qu'on va avoir plus de pression sur les parties longues, mais à très court terme, oui, il y a cette marge de manœuvre qu'ont les États et qu'ils utilisent, mais pour moi, c'est du très court terme. C'est vrai que pendant la période de taux zéro, voire négatif, on pouvait émettre jusqu'à 100 ans pour certains pays. On était payé pour s'endetter. La France s'en est pas privée. L'Autriche avait effectivement émis du 100 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que vous inspire l'histoire japonaise, Julien? Alors, il y a quand même une question spécifique sur le marché japonais. Est-ce que ce qu'on appelle le Takaishi Trade, l'idée que les actions profitent de la reflation japonaise et qu'évidemment, c'est plus compliqué pour le marché obligataire et que pour le yen, pour l'instant, le niveau, le point bas a peut-être pas été encore trouvé. Est-ce que c'est un trade qui a encore de l'avenir? Et plus globalement, effectivement, victoire très large du Parti conservateur japonais, avec pour mission de la dépense budgétaire et fiscale. Est-ce que c'est un schéma effectivement qu'on retrouve, comme le dit Valentine, un peu partout dans le monde là? Oui, je ne veux pas paraphraser trop longtemps. Ce qui se passe au Japon, c'est ce qui se passe dans le monde. Ce sont des choses qui ont commencé il y a une vingtaine d'années et qui participent de l'ajustement de la politique à la situation monétaire, en fait. Voilà, la situation monétaire, c'est systématiquement plus de déficit budgétaire, un financement par les banques centrales d'une manière ou d'une autre. Et ces choses-là, en fait, l'histoire montre qu'il n'y a qu'une fuite en avant qui est possible. Il n'y a jamais les fameux moments qu'on peut avoir, le franc Poincaré, etc. Ces trucs-là, c'est des épiphénomènes, c'est des petites histoires. Mais quand les mouvements sont massifs comme ça, il n'y a qu'une solution, c'est la fuite en avant. Après, je ne vais pas commenter la pertinence de ce choix de relance budgétaire, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'autre solution. Et qu'en plus, sur l'ensemble des marchés, à la fois les marchés obligataires, mais le change, à partir du moment où tout le monde fait la même chose au même moment, c'est un petit peu une observation de l'équilibre qui est en train de se constituer. C'est un concours de beauté, quoi. Avec les banques centrales qui tiennent l'équilibre. Je dis des choses très simples, mais c'est ce qui se passe, c'est à peu près ça. La pertinence après de ce programme, je ne sais pas, moi, dans les livres d'économie, la relance singulière de la France en 1980, c'était pas couronné de succès. Ce qu'a décidé l'Allemagne là, il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est une excellente chose, mais on s'aperçoit, enfin on le savait, mais on sait bien maintenant que c'est étalé sur un certain temps, que c'est concentré sur certains secteurs. Donc en fait, on peut pas parler d'une chose comparable. Enfin, ce n'est pas la même chose que ce que nous dit le Japon avec la baisse qui est beaucoup plus trumpien en fait dans l'esprit. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je suis pas juge de tout ça. Ce que je sais, c'est que le cycle économique américain, je l'ai dit il y a 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour moi se renverse à la baisse, c'est-à-dire que c'est un ralentissement qui est devant nous. Et donc, partant de ce principe, et avec mon idée personnelle sur la politique américaine, budgétaire et monétaire, je pense que ce qui se passe au Japon n'est pas forcément une bonne idée. Voilà. D'accord. La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas le choix. On atteint peut-être, ou on risque d'atteindre peut-être quand même une certaine limite de ces politiques. L'inefficacité, le rendement marginal de l'excès budgétaire est quasiment nul maintenant. Il est extrêmement faible. Donc, encore une fois, je dis des faits. Voilà. La seule partie un peu prospective, c'est le rythme de l'économie américaine, et notamment de sa composante industrielle, est tel dans mes travaux sur les cycles et d'autres que je suis, il est tel que nous sommes devant un ralentissement. Donc, ce qui se passe là, ça n'a pas de...
n'a pas de conséquences. Ouais. Est-ce que le Japon reste un sujet systémique, financièrement parlant j'entends. Est-ce qu'un renversement du yen peut poser des problèmes? La rapatriation d'actifs japonais, est-ce que ça peut créer des troubles dans les marchés globaux? À la fin de la hausse de la Fed, juillet 2023, je me souviens très bien avoir dit qu'il fallait être attentif, c'est un mot très policé pour dire surtout ne paniquons pas, mais regardons bien, à ce qui allait se passer au Japon, parce que c'était le dernier endroit qui n'avait pas de normalisation de la politique monétaire. Et moi, je connaissais pas, peut-être certains le savent, moi je ne connaissais pas, je n'avais pas de données fiables bien expliquées sur le carry trade. Et donc je ne sais pas ce qui allait se passer. Donc ça a commencé, et le bouleversement, en dehors de temps en temps un petit ralentissement sur le Nasdaq, un petit, c'est pas grand-chose, je n'en vois pas. Donc je pense que il n'y a peut-être pas grand-chose à attendre de ce côté-là, parce que sinon, s'il y a des grandes positions de carry trade, la dynamique de la politique monétaire et budgétaire, on la voit, que les taux longs vont rester élevés assez longtemps, tout le monde l'a compris. Ça semble écrit, Donc ça veut dire que le carry trade devrait se déboucler de manière beaucoup plus violente. S'il ne le fait pas, c'est qu'il est peut-être déjà absorbé avec plein de collatéraux partout. C'est la seule explication que j'ai sur ce point-là. En revanche, sur la hausse du yen, dont le corollaire, qui n'est pas là, mais qui est un risque, là un risque systémique, dont le corollaire est qu'est-ce que les États-Unis vont vouloir faire avec leur dollar. Voilà. Et en fait, je reviens au point du dollar. Enfin, je réponds à la question en revenant au point. Qu'est-ce que les Américains veulent faire de leur dollar, vraiment, et qu'est-ce qui va se passer dans les 12 mois qui viennent là-dessus. C'est ça qui me semble important. Oui, effectivement. Où va le dollar? Donald Trump nous disait qu'il était très à l'aise avec le dollar. On voit que Scott Bessent, lui, réaffirme à chaque fois que les États-Unis conduisent et poursuivent une politique de dollar fort, quand bien même le dollar a pu baisser de 10% l'an dernier face à un certain nombre de devises. Émeric, sur l'histoire japonaise, je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un marché chaud. Et puis, toute l'Asie en a profité ce matin aussi. On redécouvre, mais déjà depuis une paire d'années maintenant, le marché japonais et l'histoire japonaise sur le plan de l'investissement. Je dis pas que c'était ininvestissable, mais en tout cas, là, il y a beaucoup plus d'allant à investir au Japon qu'on a pu le voir pendant des années. C'est vrai que je me rappelle, par le passé, le Japon, c'était pas ininvestissable, c'était juste une zone de non-intérêt. Oui, c'est ça. Il se passait rien. Ça n'avait pas d'intérêt. Il se passait rien, les communications des sociétés étaient complètement différentes de nous, enfin, en ce qu'on pouvait avoir en Europe ou aux États-Unis. Les dynamiques commerciales étaient très différentes. C'était des acteurs qui, effectivement, étaient très tournés vers les marchés locaux. Donc c'était une zone de non-intérêt, tout simplement. Et c'est vrai qu'en plus, c'était conforté par l'idée qu'on était dans une espèce de cercle vicieux depuis la crise asiatique, où le Japon ne savait plus dépenser pour eux. Les plans d'investissement pour relancer l'économie, etc., il n'y avait rien. Aucun plan de soutien à la consommation, à des secteurs d'activité, etc. Il y avait des luttes contre le shadow banking, pour restructurer un peu le secteur bancaire, mais il n'y avait rien pour sauver un petit peu ce qui n'allait pas au Japon, sur fond effectivement de déclin démographique. Donc c'était vraiment la soupe à la grimace, tout azimut. Et là, peut-être qu'on a quelque chose, dans le sens où on n'a plus un gouvernement de coalition, on a un gouvernement qui a une très forte majorité. Donc, il va avoir le pouvoir de faire passer des choses éventuellement. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Mais voilà, pour une fois, on a un gouvernement qui a les moyens de sa potentielle politique disruptive, parce que jusqu'à présent, c'était que des politiques japonaises un petit peu eau tiède, on blesse personne, on fait pas de vagues, amis américains, amis chinois, etc. Là, maintenant, on a un gouvernement beaucoup plus radical. Ouais. Si on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe sur le parti politique qui a apporté la présidence japonaise actuelle, c'est un parti politique révisionniste qui nie pas mal de crimes qui sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale en Chine. Donc ça peut tendre un peu nos amis chinois. Oui, on l'a pas abordé, mais la dimension politique étrangère menée par Sanae Takahashi peut être effectivement en rupture entre guillemets par rapport à ce qu'on a pu observer sur fond de tensions grandissantes dans la mer de Chine. Autour de Taïwan, autour des îlots, certains îlots japonais qui les Chinois revendiquent. Enfin, il y a plein d'histoires qui peuvent faire que il
il y a des sujets forts qui peuvent être abordés et qui peuvent être effectivement adressés par ce gouvernement. Quand on parle de plan d'investissement, ça peut être un plan d'investissement pour effectivement mobiliser les jeunes, le peu de jeunes qui restent au Japon autour effectivement de cette nouvelle pyramide des âges. Ça peut être effectivement des plans de relance de l'économie, de l'industrie, de la finance, peut-être accepter plus d'immigrés. Enfin, l'Europe, les États-Unis, plein d'autres pays ont fonctionné à coup d'immigration pour effectivement combler certains trous. Le Japon peut faire ça éventuellement. Si on est dans une politique de rupture et qu'on se dit bon bah allez hop, on ouvre les vannes dans l'investissement et on a le potentiel politique de le faire, pourquoi pas. Ça peut être un Japon 2.0. Oui. Bon, on avait eu Shinzo Abe avait été quand même à un moment avec les Abenomics une source d'espoir, mais c'est vrai qu'il s'était vite heurté à beaucoup de limites de ce point de vue-là. Un mot encore du Japon, Valentine. Quelle attitude on peut imaginer de la Banque centrale du Japon dans ce contexte-là? On va continuer de monter les taux, là. Hein. Mais à quel rythme? Parce que quand on voit les secousses qu'on a pu avoir en janvier sur le marché obligataire japonais, on se dit que c'est un marché qui crie à la boge, monter les taux, quoi. Après, ça va dépendre aussi de ce que fait la Fed. Ça va aussi dépendre de ce que fait la Fed, si on est sur une Fed qui continue de baisser ses taux ou pas. Mais si on est sur une Fed qui continue de baisser ses taux, nous, c'est notre scénario. La Bosch va être obligée de continuer de monter ses taux. Après, moi, je m'interroge, après des décennies de taux bas négatifs, est-ce qu'on va pas, à un moment, avoir un accident dans l'économie en remontant les taux comme ça? Mais pour l'instant, ça tient bien, hein. Ça tient bien, hein. Moi, je m'interrogeais quand même sur des problèmes de stabilité financière en remontant les taux comme ça. On a eu des petits épisodes. Été 2024, hein, c'est ça. Il y a un petit mouvement. Oui, mais ça compliqué. Ça reste pour l'instant, je trouve, assez mesuré. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'autre issue pour la Bosch que de remonter ses taux. Ouais. On change de régime. Hein. Oui, puis je crois que la vérité, on l'a évoqué, hein, c'était effectivement la peur de décorrélation trop forte par rapport aux autres zones économiques. Sur la stratégie, sur les taux, sur les dépenses publiques, sur plein de choses. Et effectivement, il y a un moment donné, on peut pas être tout le temps que le bon élève. Ces plans de dépenses publiques, là, alors c'est le cas du Japon, mais on a cité bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe en général. Ça reste un bon playbook pour l'investisseur privé, gestionnaire d'actifs, Aymeric? Je pense que c'est le meilleur playbook pour l'investisseur. C'est le seul moyen pour l'investisseur d'avoir, effectivement, en identifiant bien les thèmes, les endroits où il faut investir, etc. C'est vraiment le seul moyen pas de garantir, mais d'avoir un minimum de certitude sur la direction que prend un thème, un secteur, une typologie d'industrie et ce vers quoi va se diriger un gouvernement. Hein, quand on évoque effectivement les plans de transition énergétique européens, Fit for 55, REPowerEU et compagnie, c'est 5 000 milliards d'euros à dépenser d'ici 2030. C'est quand même un facteur de soutien assez fort pour pas mal d'industries et de thèmes d'investissement à travers l'Europe. Et on accepte la présence du politique. C'est-à-dire, en tant qu'investisseur privé, vous êtes obligé d'accepter la présence du politique, bon gré mal gré. Bien sûr. Encore une fois, j'ai toujours en tête la réflexion de Donald Trump il y a 15 jours, 3 semaines vis-à-vis du secteur de la défense. Vous vivez de la commande publique, je vais augmenter le budget de la défense peut-être de 50% si le Sénat, les congrès valident cette disposition. Je vous laisserai pas faire n'importe quoi avec l'argent des commandes publiques. Enfin, cette idée-là, on va la voir se multiplier un peu partout, j'imagine. Bien sûr. C'est la commande publique qui fait vivre des secteurs, des industries. Oui, oui, on accepte effectivement de financer ou de se porter garant pour des plans d'investissement massifs. Mais la condition sine qua non, c'est que effectivement cet argent soit dépensé à bon escient et qu'on évite des stratégies de retour à l'actionnaire trop importantes, comme Trump effectivement l'évoquait dans la défense. Mais quelque part, c'est de bon sens. Enfin, je veux dire, qui ça choque? Personne. Nous, en tout cas, je sais que d'un point de vue de l'investisseur, sur les actions, ça nous garantit de l'activité sur le court, moyen, long terme, des carnets de commandes, peut-être un certain niveau de marge, pas excessif, mais un certain niveau de marge. Bref. Et après, avec toutes les stratégies de vases communicants, de ruissellement qu'on peut avoir après avoir investi effectivement par le haut dans certains. Donc non. C'est le playbook à suivre donc aujourd'hui. Non, mais je dis ça parce que pendant des années, beaucoup de gérants venaient m'expliquer. Oulala, moi,
plus je suis en dehors de la sphère publique, plus je suis en dehors du politique, mieux je me porte. Je veux pas de valeurs qui soient soumises à réglementation, soumises au cadre politique, etc. J'essaie au contraire de m'éloigner le plus possible de ça. Et qui n'est pas tributaire du réglementaire aujourd'hui. Le réglementaire dicte tout, que ce soit sous les angles extra-financiers, émissions de CO2, plein de sujets qui viennent encadrer effectivement les activités industrielles. C'est un carcan, oui, ça peut être effectivement du red tape, comme on dit chez nos amis anglo-saxons, mais la bureaucratie. Voilà, mais il y a une contrepartie, c'est que derrière, il y a peut-être de l'activité un peu quasi garantie qui peut en découler. C'est un interventionnisme de plus en plus fort qu'on se voit dans l'implémentation de l'IA dans l'économie, dans comment dépenser sur la défense. Et moi, je trouve qu'on se rapproche quand même un peu de la Chine, qui a des plans quinquennaux qu'on trouve diablement efficaces. Et on se dit, il y a quand même quelques leçons à retenir. Avoir des visions de moyen terme sur l'économie, c'est pas si mal. Bien sûr. Donc, et c'est exactement ça. C'est effectivement vision. Quelle vision a une zone économique? Et on voit que effectivement, quand il y a des rétropédalages, je pense sur les émissions pour l'auto récemment, ou sur les émissions dans l'industrie la semaine dernière, comme il y a eu un article effectivement dans une presse un peu douteuse sur ce rétropédalage réglementaire potentiel, le marché tout de suite l'a très mal pris parce que effectivement il se met à douter après de la volonté politique et de la stabilité du cadre réglementaire qui au départ est positif. Du manque de stratégie à moyen terme. C'est ça, du manque de vision. Ouais, ce qu'ont besoin tous les investisseurs en fait. Absolument. Julien, sur le dollar, je reprends votre question. Que veut l'administration Trump avec le dollar? Alors, est-ce que la nomination d'un Kevin Warsh, avec ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas d'ailleurs de lui aujourd'hui, qui est-il en 2026, est-ce que ça nous donne des éléments d'information? On le présente comme étant orthodoxe. J'ai beaucoup lu qu'il était quand même plutôt vu comme étant positif dollar. Est-ce que c'est une manière aussi de contrôler ce risque de débasement de la monnaie américaine? Est-ce que le nom de Warsh, ça vient aussi mettre une limite au risque de perte de contrôle que l'administration américaine peut avoir à un moment sur sa devise? Alors, j'aurais pas dû parler du dollar. En général, j'aime bien sortir mon joker à ce moment-là. Mais sans développer trop le dollar, mais la question sur la Banque centrale américaine... La Banque centrale américaine, à mon avis, elle n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est ma lecture, mais je dis ça depuis un petit moment. La situation politique qu'ont voulu les Américains, clairement, c'est une situation dite de renationalisation, enfin de réindustrialisation, de développement national d'un certain nombre de choses, etc. C'est à peu près contraire à importer de la déflation. C'est à peu près l'opposé de faire ça. Et quand on a en même temps une organisation budgétaire qui est un peu ouverte, on va dire, voilà, parce que je crois qu'on doit être à 7 ou 8% à peu près du PIB, normalement, ça n'est pas quelque chose qui est là pour tempérer l'inflation. Voilà, ça n'est pas possible. Mais si, dans ce même mouvement, d'autres zones font à peu près la même chose par réaction, et les barrières douanières, les tarifs, les barrières douanières participent de ce mouvement, alors à un moment, forcément, la sphère financière va aussi s'ajuster avec tout ça. C'est la question qui a été posée sur le Japon. Que vont faire les investisseurs japonais qui sont, alléluia, toujours présents sur les marchés de dette américains et européens? Mais peut-être si le yen monte, les choses vont être différentes. Peut-être si la Banque centrale du Japon monte ses taux et que la partie longue de la courbe trouve que c'est bien, mais peut-être pas encore assez, qu'on continue de monter aussi, les choses peuvent être différentes. Donc, je crois que c'est la gestion de cette transformation qui est extrêmement profonde, qui est voulue à nouveau, il n'a pas été élu par... il a été élu par des Américains, Trump. Je souhaite toujours rappeler, parce que les gens souvent disent en ce moment, mais qui sont les Américains? On découvre un pays. Non, mais c'est les Américains qui ont élu Trump. Voilà. Et il fait un peu ce qu'il a dit, enfin, grosso modo. Tout ça, ça demande d'avoir... Ces transformations, ça demande d'avoir, j'ai envie de dire, beaucoup de finesse, qui n'est pas... non, mais c'est de la finesse, c'est pas tout à fait ce qui caractérise l'administration Trump, mais quand même, derrière, il y a des gens à la manœuvre qui savent qu'ils peuvent pas aller dans tous les coins au même moment. Donc on peut peut-être faire des choses au niveau sociétal qui soient un peu marquées, mais peut-être que du côté monétaire, il faut faire un petit peu attention. Il y a cette histoire de créer les stablecoins, là, qui, à mon avis, vraiment une tentative d'aller chercher du financement, que d'ailleurs, je ne m'explique toujours pas d'un point de vue monétaire, mais c'est un autre sujet, mais d'aller chercher du financement un peu alternatif en cas de pénurie d'investisseurs internationaux, etc. Donc, toutes ces choses qui sont faites sont des choses qui sont du domaine, je ne vais pas dire de l'apaisement, mais d'une gestion la plus sereine possible, des changements qu'on veut mettre en place. Voilà, d'une direction qui peut amener quand même à un chaos.
Enfin, moi, je suis toujours de ce côté-là. Je pense que ce qui peut se passer, c'est très problématique. Ce que fait le Japon n'aide pas, enfin, ne vient pas plutôt nuancer le tableau, ce que je disais au début. Donc, vous dites un an après Trump, le risque Trump n'a pas baissé. Non, je pense que ça progresse. Mais moi, je pense que ça progresse beaucoup et que les réactions qu'il y a tout autour, que ce soit l'Europe, la Chine, etc., participent de ça. Le point politique du Japon, moi, je ne l'avais pas mentionné, mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire que les Japonais, après tout, on connaît leur histoire, leur rôle dans la Deuxième Guerre mondiale, leur volonté, leur soumission aux États-Unis, là commence à être dire en fait non, on ne pense pas du tout ce qu'on vous a dit depuis 70 ans. Le fond de notre pensée, il n'est pas là. Le fond de notre pensée, il est là. Et il y a les Chinois qui sont en face. Et les Chinois, c'est pas qu'ils sont redevenus copains avec les Japonais, mais ils ont d'autres intérêts. Donc en fait, tous ces intérêts, tout ça, c'est en train de cristalliser partout. Et il n'y a plus beaucoup de... Voilà, on essaie de garder du fluide entre toutes ces zones en nommant ce... Et donc Warsh, quand vous dites qu'il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ça veut dire quoi? Il n'aura pas d'autre choix que de continuer de baisser les taux comme l'aurait fait, je sais pas, n'importe qui d'autre. Je vais rester dans ma logique d'avant, j'ai du mal à m'exprimer. Pour moi, la baisse de taux qu'a fait la Fed, je trouve que c'est un ajustement d'une politique monétaire haussière. D'accord. Donc je considère pas qu'elle est pro-cyclique. Je considère qu'elle a monté ses taux à un niveau qui était difficile à estimer, personne ne le savait, 5, 3 quarts, Donc on reste dans une stratégie de normalisation de la politique monétaire, ni plus ni moins. Exactement. Donc je pense que la Banque centrale américaine ne devrait pas... Donc il n'ira pas très loin. Voire peut-être pas du tout. Oui, d'accord, non mais c'est très clair. Là c'est très clair. Jusqu'au moment où il y aura un ralentissement économique puissant, là c'est autre chose. Mais pour l'instant, il n'y a pas de marge de manœuvre. Voilà. Bon, quelle est la lecture que vous faites chez Amundi de Warsh, effectivement, et de ces marges de manœuvre et de la Fed sous Warsh? Est-ce que c'est une pure continuité de ce qu'on a observé ou est-ce qu'il y a une rupture possible? Alors déjà, sur le risque d'indépendance de la Fed, où on s'était tous quand même bien inquiétés, je pense la probabilité de ce risque baisse quand même. Donald Trump n'a pas la majorité au board, il y a 12 votants, donc la nature collégiale des décisions du FOMC rend quand même difficile pour Trump d'influencer lourdement les décisions du FOMC. Donc voilà. Là, aujourd'hui, on a le FOMC qui est en mode pause parce qu'ils sont plus confortables sur les projections économiques et qu'il y a une inflation qui considère un peu trop élevée. Pour moi, s'il y a un peu moins de sujets sur l'inflation, si on continue d'avoir des tendances d'inflation à la baisse, ils vont continuer les baisses de taux. Nous, on est toujours sur 2 baisses de taux l'année prochaine. Alors, pour revenir à Kevin Warsh, il y a quand même, je trouve, un angle intéressant dans son analyse. Lui, il décrit un peu la forward guidance. Il trouve que ça forcément un peu inutile et il préfère avoir des convictions économiques. Donc ça, je suis curieuse de voir ce que ça donne au sein du FOMC. Et là, il a la main. Autant sur la politique... il a la main. Non, mais sur la stratégie de communication de la Fed, il peut impulser des choses. Voilà. Sur les équipes, le staff, il peut décider qui reste, qui part. Le FOMC, c'est autre chose. Mais il y a des sujets sur lesquels il a la main. Il va falloir convaincre ses petits collègues qu'il ne faut pas regarder les dernières données économiques, mais qu'il faut se projeter. Et donc avoir la conviction accrochée au cœur que le boom de productivité est là pour durer. Son scénario, c'est qu'il y a un boom de productivité qui va faire que l'inflation, pas de sujet, tout ce que l'IA va toucher va rendre moins cher. Alors, je suis d'accord avec cette vue que l'économie américaine peut un peu considérée à bout de souffle. On voit aujourd'hui qu'elle repose quand même sur 2 piliers, la consommation des ménages les plus riches, un effet action, et sur l'investissement, le boom de l'investissement dans l'IA. Donc on se dit au bout d'un moment, ça va quand même, ces 2 piliers s'essouffler. Là où on pourrait avoir une reprise, pour moi, de ce cycle, c'est si on arrive à voir ces CAPEX qui aujourd'hui sont sur les grandes banques de la tech, qui sont sur l'ensemble de l'économie, qui basculent sur l'ensemble de l'économie américaine et qu'on arrive à générer des gains de productivité au niveau de l'ensemble de l'économie. Premier challenge de l'économie américaine pour les 6 prochaines années, pour qu'on ait toujours une croissance au-dessus du potentiel en 2027. Parce que donc là aussi, il faut que les choses s'élargissent. On a beaucoup parlé de la bulle de profit des GAFAM. Exactement. Là, c'est la bulle de CAPEX des 4-5 gros hyperscalers. Maintenant, et donc, il faudrait que tout ça se diffuse un peu plus. Diffuse à l'ensemble de l'économie, qu'on soit capable à l'ensemble de l'économie de générer des gains de productivité. Donc, pour moi, le premier challenge. Et deuxièmement, que ces gains de productivité, s'ils sont générés, c'est quand même... Je
cause conditionnelle assez forte sur l'ensemble de l'économie. Ça se traduise bien pas seulement par une appréciation du prix des actifs, parce que maintenant, aujourd'hui, si on regarde l'économie américaine, elle est portée que par l'appréciation des prix des actifs, mais aussi une hausse des salaires, parce qu'on voit quand on regarde la croissance du revenu disponible, il est quand même en chute libre. Donc pour moi, grand challenge de l'économie américaine, investir sur l'ensemble de l'économie, et que ces gains de productivité génèrent évidemment une hausse du prix des actifs, mais soient aussi capables de générer des hausses de salaire. Et donc, c'est un pari qu'ils font. Kevin Warsh dit, si on ne baisse pas les taux, eh bien, les entreprises, ça va être beaucoup plus compliqué d'investir. Parce que les conditions de financement des petites entreprises, eh bien, ce n'est pas les conditions qu'on a sur le marché obligataire. On voit que là, on a des volumes records, une demande record. C'est beaucoup de financement bancaire. On voit que là, les conditions de financement, elles ne sont pas aussi fortes et elles dépendent beaucoup des taux courts. Et on voit que les taux réels à 2 ans sont quand même assez élevés. Donc, c'est un pari qu'ils font. Donc, l'économie américaine, aujourd'hui, elle boom fort. Si rien n'est fait, eh bien, moi, je pense qu'on est un peu arrivé à bout de souffle. Et il y a un pari qui est très fort aujourd'hui qui est fait sur l'IA, sur l'IA et cette intégration de l'IA sur l'ensemble de l'économie. Et donc, oui, on a des attentes élevées, des chiffres de croissance forts, mais il y a aussi un niveau de risque qui est plus élevé parce qu'une économie aujourd'hui, c'est passionnant, qui dépend énormément du marché action. Changement de nature de la croissance. Changement de nature de croissance. Et puis, ces actions-là qui boom, ces boîtes de la tech, elles changent de régime aujourd'hui en dépendant plus de la dette, doucement. Donc, on va s'amuser. Bon, alors justement, où est-ce qu'on en est du pari de l'IA, selon vous, Aymeric, là, chez Taylor? Alors, je ne refais pas toute l'histoire, mais depuis 2-3 mois, effectivement, on a un thème de l'IA, soit à travers les fournisseurs de hardware, de puces, d'infrastructures, soit à travers les fournisseurs de software, les logiciels. On a un thème de l'IA qui sous-performe quand même depuis 2-3 mois, peut-être maintenant, avec surtout beaucoup plus de volatilité. On voit, y compris pour des méga caps de plusieurs trillions de dollars, on peut voir des chutes de 10-15%. C'était Microsoft il y a quelques jours à peine. Et je parle même pas du secteur des logiciels, qui se fait détruire, entre guillemets, depuis un an et qui voit sa chute s'accélérer à la faveur d'un nouveau modèle d'IA sorti, celui d'Anthropic en l'occurrence, mais il y en aura un autre demain chez OpenAI, ensuite Gemini, etc., etc. Enfin, la course au modèle, elle va se poursuivre. On a l'impression que le secteur des logiciels n'a peut-être pas encore fini de toucher le fond. Quelle lecture vous faites, là, justement, de cette séquence? Cette lecture-là. En fait, tout simplement, nous, ça fait un moment qu'on dit ça, qu'on en a parlé plusieurs fois, que nous, on jouait l'angle plutôt équipement, infrastructure, autour des data centers, etc. Et qu'on jouait très peu la partie software, et c'est là où était concentrée une grande partie du risque de l'IA, et une grande partie des investissements aussi. Les gens n'en parlaient pas beaucoup, mais une énorme partie des augmentations de capital, des levées de fonds, de private equity qui ont été menées notamment aux États-Unis, mais aussi en Europe, ont été faits sur du software. Secteur darling du private equity, le software. Tout avait été... C'est du cash, c'est de la récurrence, c'est de la croissance. Et ils avaient tous un petit peu revu le narratif du software en disant « Ah, mais l'IA, mais en fait, on en faisait. » Et tout à coup, on s'est découvert effectivement des espèces d'extensions IA sur tous les parties software, sur la gestion des données de santé, la gestion des données professionnelles, la gestion de toutes les données que vous pouvez avoir. On avait mis l'IA à toutes les sauces autour de ça. Après, on avait fait effectivement sur le traitement de l'image, puis de la vidéo. Donc, c'était vraiment là que les choses allaient se passer. Clairement qu'il allait y avoir une crise, parce que ces modèles économiques, ils fonctionnent par nombre de licences vendues. Ces licences et aussi formation des utilisateurs, parce que effectivement quand vous formez beaucoup d'utilisateurs sur 1 an, 2 ans, parce que effectivement c'est des outils très pointus, c'est un investissement énorme. C'est un investissement énorme pour les sociétés, et ils deviennent captifs ces ingénieurs qui sont formés. Et du coup, en fait, l'arrivée de l'IA, ça va effectivement réduire le nombre de licences. Des travaux, par exemple, je sais pas, de modélisation des bâtiments publics ou de bâtiments tout court, quand vous les construisez, jusqu'à présent, c'était 2 à 6 mois de conception avec une équipe de 20 personnes qui bossaient pendant X temps avec je sais pas combien de licences, et qui faisaient la conception de A à Z en 3D, on appelle ça des BIM, qui faisait effectivement ce plan, cette maquette à grandeur nature, réplique parfaite de l'immeuble, avant de lancer pour effectivement l'architecte et la personne qui allait construire le promoteur. Ça, c'est un Dassault Systèmes, par exemple. C'est du Dassault Systèmes, c'est du Nemetschek, c'est du PTC, tout ce qu'on peut penser. Et ces gens-là, ils vont vendre beaucoup moins de licences. Ils vont faire beaucoup moins de formations. Et leurs outils auront beaucoup moins de plus-value parce qu'effectivement, on sera formé beaucoup plus vite, on aura l'IA à côté, un peu comme dans le coding. Il y aura moins d'années de formation dans des différents codes. Il y aura effectivement des IA en miroir qui viendront aider à coder, dire là où ça va pas, etc. Il y aura un humain un peu senior qui supervisera que l'IA est bien codée.
mais ça va. Alors, on parlait d'obsolescence programmée ou de destruction créatrice. Il y aura probablement effectivement des secteurs, des pans entiers de l'économie qui vont être révolutionnés, et notamment des accès à des professions, dans les cabinets d'avocats, dans les chez les ingénieurs, etc. Tous ces jobs un petit peu de petites tâches, un peu. Là où il y a de la place pour l'automatisation, il y aura l'IA va tout bouleverser. Et ça veut dire que ces boîtes-là peuvent plus payer 40 fois le. Ah bah non, justement, c'est exactement ça. Mais d'ailleurs, le précurseur, c'était Adobe aux US. Traitement d'images et vidéos. Les gens très vite ont compris qu'il allait y avoir un truc qui allait se passer de très très grave là-dessus. Et malgré des publications records trimestre après trimestre, ces 18 derniers mois, la société n'a rien fait en bourse. Elle n'a fait que descendre. Et donc c'est le derating d'un secteur, c'est la chute d'un secteur, c'est les fallen angels du software. Il n'y a pas d'autre avenir là. Non, il n'y a pas. Non, mais c'est brutal. Hein. Les changements de statut, c'est toujours très brutal. Un changement statutaire, c'est un peu comme des sociétés de croissance qui deviennent des sociétés matures et qui effectivement deviennent value. Là, c'est on a un changement statutaire, des boîtes de croissance qui se payent 40 fois vont peut-être se payer maintenant 20 fois. Ouais. Avec, comme vous disiez, derrière quand même de la dette. Le private credit a beaucoup financé aussi les boîtes de software, etc. Donc le risque est toujours dans le crédit à la fin de la journée. Oui, parce qu'on regarde des indicateurs très rigolos à regarder la dette sur le S&P 500 par rapport au PIB. On est sur des plus bas historiques, mais ça, c'est un ratio qui va remonter. Ah ouais. Et maintenant, on voit ces grands noms qui viennent se refinancer sur le marché de la dette. Alors pour l'instant, on va passer sur un modèle où tous les cash flows étaient redirigés aux actionnaires. Maintenant, sur un modèle qui va être intensif en capital. Ils vont lever 15 milliards sur le marché. Alors, ils n'auront évidemment aucun problème. Tout le monde va s'arracher la dette Alphabet. Voilà, sauf qu'on aura 15 milliards de dette Alphabet, c'est peut-être 15 milliards de moins pour d'autres. Je ne parle pas d'acteurs de la tech, d'acteurs plus traditionnels peut-être. Pour des États. Pour des États. Je mets les États dans le même panier, effectivement, qui auront peut-être moins d'accès à cette demande. Après, on pourra peut-être à un moment ou à un autre s'interroger sur la visibilité des cash flows de ces entreprises-là à 10 ans. C'est pas aussi facile. Julien, alors sur la séquence tech, là, est-ce qu'il y a une crise de la tech en gestation? Et puis j'ajoute à ça, les cryptos. Beaucoup de points hauts ont été faits en octobre. D'ailleurs, le thème IA a fait un point haut aussi en octobre. Les cryptos, c'est un point haut en octobre. Et derrière, c'est quand même un crash assez violent. Alors les précieux, le point haut est un peu plus récent, mais il y a eu quand même là aussi des débouclages et des liquidations très très violentes. De voir plusieurs poches de marché se dégonfler en même temps, ça assainit le marché ou ça le fragilise? Est-ce que ça assainit ou ça... Sur les trois marchés concernés, il y a effectivement un lien. À la rigueur, on peut prendre le Bitcoin pour faire la passerelle. Le Bitcoin, c'est du hachage, du registre et du protocole. Hachage-registre, on est tout à fait dans la partie, celle qui va nous permettre de faire des gains de productivité, celle qui est dans nos métiers à nous, la tokenisation de nos services. Donc celle-là est très claire. La partie protocole, elle, c'est l'idée, un peu 68 art de 2009, qu'il nous faut une monnaie qui soit asymptotique. C'est-à-dire qu'on en produit de moins en moins, pour pouvoir nous protéger de la gabegie monétaire qui est devant nous et qui n'a pas beaucoup de sens. Bon, je dis volontairement, je dis 68 art pour dire en fait c'est un peu une utopie, voilà, qui d'ailleurs n'a pas de sens du point de vue monétaire. Cette partie-là du Bitcoin, et ça et l'or, c'est la même chose pour moi. Ouais. Mais sauf que dans le Bitcoin, on a les deux. On a la tech et on a l'utopie. J'entends. Donc c'est pas facile pour ça que quand les gens regardent le Bitcoin, ce qui reste à la fin, que je disais il y a pas longtemps, à mon avis sur ce marché-là, il reste à la fin une chose très simple, c'est l'émotion et quasiment que du comportement. Parce qu'en fait, derrière deux choses ensemble qu'on ne peut pas séparer, à la fin on ne peut pas comprendre les mouvements. Donc je peux pas vous répondre. Je peux pas répondre sur le Bitcoin qui a perdu, qui a été divisé par deux. Est-ce que c'est la même chose? Oui, alors je veux dire voilà, il y a un cycle tous les 4 ans, etc. Bon, je vais dire ce que tout le monde a déjà vu. Mais ce qui compte, c'est pourquoi cette chose-là s'est produite et qu'est-ce qui est derrière. Et est-ce que c'est la partie tech ou est-ce que c'est la partie utopie? Franchement, je ne sais pas. La partie utopie, mais qui est de très bon sens de la part des investisseurs, qui est de détenir des choses qui seront tangibles. Si un jour il y a un problème monétaire et en fait on se dirige vers un problème monétaire majeur, je redis encore un peu mon avis, il vaut mieux avoir de l'or. Pas forcément parce que l'or passera de 5 000 à 25 000 ce jour-là, mais parce que ce sera peut-être une des seules choses qu'on pourra réellement exploiter pour commencer à construire quelque chose.
Non, mais je dis des... Voilà. On revient vraiment au b.a.-ba, là. Alors que le Bitcoin, c'est pas du tout évident. Ouais, j'entends. Pour autant, la partie Bitcoin, la partie techno de la Bitcoin, les gens qui disent, ouais, ça vaut beaucoup le Bitcoin, mais quand on va utiliser cette technologie pour tokeniser nos métiers, hein, on va pas le faire pour acheter du Bitcoin à 1 million. On va le faire parce que ça va nous faire gagner de l'argent, à nous tous collectivement. Ça nous permet d'être plus secure, moins cher, etc. Donc forcément, il n'y a aucun lien avec le Bitcoin. Dans le fond, il n'y en a aucun. Et si on va plus loin, le Bitcoin, qui est un protocole qui est non souverain, qui est fermé, qui est clos, on ne peut plus y toucher. Est-ce que des chambres de compensation des États vont vouloir travailler avec un truc qui est clos? C'est impossible. Donc en fait, dans la baisse du Bitcoin, je pense qu'il y a, pour essayer quand même de répondre à la question, je pense qu'il y a la remise en cause de pas mal de choses qui sont dans la technologie et de la perspective de tout ça. Donc l'IA, probablement, est liée à ça. C'est-à-dire que l'IA est en train, c'est ce qui s'est passé pour les softwares, l'IA est en train de dire, en fait, on va avoir une autre manière de gérer tout ça, qui va être bien différente. Nouvelle architecture, mais, quoi. Je vais terminer juste là-dessus, parce que je pense que tout se lie. Quand on a eu le deuxième choc pétrolier en 79, c'est quand même le grand moment d'IBM, du premier ordinateur, et des fantastiques gains de productivité qui étaient devant nous. Ça a mis quand même un bon moment avant d'arriver. Oui, on est à peu près dans une situation inflationniste, avec un nouveau gadget qui va nous faire gagner de la productivité. Bon. Voilà. L'histoire ne se répète pas toujours, mais elle rime parfois, c'est ça l'idée générale. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Nebenzal, eToro Patrimoine, Aymeric Blond, Taylor Asset Management, Valentine Hénouz, Amundi Institute.